invité, notre troisième speaker s'appelle Baïssou Sissoko. Baïssou est malien et il est directeur du programme national de médiation du département de la justice américaine, droits des personnes handicapées à la fondation Keybridge, centre de recherche et de gestion des conflits depuis 3 ans. Il est chargé du traitement des plaintes de discrimination contre les personnes handicapées et de la coordination d'une liste de plus de 100 médiateurs contractuels répartis dans les différents États. Avant d'être coordinateur au point de contact du programme de médiation des plaintes contre la police de Washington DC en 2016, il était chargé du programme de médiation contre la police de la ville de Baltimore au Bureau des droits civils. Expert médiateur et négociateur, Baïssou Sissoko a facilité les médiations par ordre de juge dans les tribunaux de Silver Spring et de Rockville. Il a aussi servi de médiateur dans la réinsertion des détenus dans la vie sociale au sein des centres de détention de Hargestown dans le comté de Washington. Baïssou Sissoko a occupé le poste de directeur de projet à Last Parking Mid-Atlantic, Baltimore, Maryland, de 2014 à 2018. Et de 2010 à 2013, il était chef de projet avec Park America Inc. Il est membre actif du programme de Maryland pour l'excellence des médiateurs, éditeur du journal semestriel Zone Afrique, de l'Association pour la gestion des conflits. Il est l'auteur de l'article sur le conflit intergénérationnel à Frostburg, dans l'État de Maryland. Il a aussi animé des ateliers lors des conférences nationales de la gestion des conflits sur la diversité et les mécanismes traditionnels de gestion des conflits au Mali. Baïssou Sissoko est diplômé en négociation et gestion des conflits de l'Université de Baltimore, boursier de l'État malien en 2014. Il a obtenu en 2007 une licence en langue étrangère, notamment l'anglais. Il est détenteur d'un certificat en dialogue restauratrice et d'un certificat en droit et mécanismes alternatifs de gestion des conflits et d'un certificat en conférence communautaire. Baïssou Sissoko va nous parler sur la résolution des conflits. Comme vous le savez, il y a tellement de conflits chez nous actuellement, surtout communautaires et ethniques. Il y a le conflit intercommunautaire entre les Dogons et les Peuls, entre les Peuls et les Touaregs, et même plus ou moins entre le Nord et puis le Sud. Donc, chers invités, une fois de plus, je vous demande de m'aider à accueillir M. Baïssou Sissoko. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui sont ici avec nous, physiquement et moralement. Je sais qu'il y a d'autres qui nous suivent sur Facebook, donc nous les saluons. Ceux qui nous suivent du Mali et des autres régions des États-Unis et en Europe, on les salue tous et je vous remercie pour m'avoir invité à parler sur le conflit au Mali. Au fait, oui, je suis malien. En effet, j'ai quitté le Mali 2 jours avant l'intervention française. Donc, ce fut juste un peu... j'ai dû être rattrapé par le conflit malien et surtout qu'on peut appeler aujourd'hui conflit international, de par la position géographique et géopolitique du Mali. Donc, comme l'a si bien dit le président des Maliens de Washington, je vais vous parler du conflit au Mali. Et ce conflit, on continue de le traiter comme si c'était un conflit entre Nord et Sud, alors que il a une dimension, une approche, il est complexe le conflit. Il est sécuritaire, humanitaire, politique, économique, culturel et social. Et pourtant, on pense que la solution, elle est militaire. On doit se poser la question, si l'on arrivait à résoudre le problème de sécurité au Mali, est-ce qu'il y aura la paix? Donc, je pense bien qu'on doit parler de 2 sortes de crises au Mali. La crise du nord du Mali et la crise au centre du Mali, entre les communautés. Pour cela, je voudrais parler d'abord des causes du conflit et aller un peu de l'arrière en 1963, lors de la première rébellion, et le mécanisme de résolution du gouvernement du Mali. On sait qu'il y a eu répression,
Et on sait aussi que beaucoup des Touaregs de la rébellion de 1963 se sont repoussés vers la Libye, où ils ont été embauchés comme soldats pour le colonel Kadhafi. Donc, parlant de cause, si on essaie d'aller un peu et essayer de voir la position qui est de savoir pourquoi demande-t-il l'autonomie ou l'indépendance, c'est à cause de certaines insuffisances dans le secteur social, éducation, santé, culture et autres. Donc, on ne peut pas séparer ces causes des causes qui sont au centre du Mali, qui sont aussi la pauvreté, le manque d'éducation dans les milieux ruraux, aussi l'absence totale, l'absence à un moment donné de l'État dans certaines parties de la région du Mali. Donc, on doit parler dans ce cas des causes du conflit en énumérant d'abord la présence limitée ou inexistante de l'État dans certains coins du Mali. On a aussi une gouvernance qui est un peu mise en question, la mauvaise gouvernance dont on parle de la corruption et impunité. On a aussi le sous-développement au niveau du nord, qu'au sud et ainsi qu'au centre. Donc on voit qu'il y a des problèmes communs. Il y a aussi le changement climatique. On sait que le sud, c'est l'agriculture et le nord, on a des pâturages. Mais on sait que la sécheresse, c'est quelque chose qui peut toucher non seulement le Mali, mais la zone sahélienne et saharienne aussi, dont on oublie de parler souvent. La solution du gouvernement est une répression. Aujourd'hui, je pense qu'on récolte les conséquences de cette répression. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue entre les acteurs politiques, les populations du Nord et celui-ci. Il y a aussi les revendications non adressées par le gouvernement de 1963-92. Il y a aussi un développement des régions non équilibrées. L'éducation au sud comparée à l'éducation du nord, l'accès à l'eau potable comparé au nord, l'accès à Taoudéni, quand on voit le Premier ministre faire le déplacement ces derniers jours et nous parler de l'impossibilité ou bien de la difficulté d'accès à Taoudéni. Donc cela nous révèle le caractère vital du non-équilibre en matière de développement entre le sud et le nord. On a aussi la migration. Après la chute du colonel Kadhafi, ceux qui étaient repoussés vers la Libye se sont retournés, étant les Maliens, ils sont revenus au Mali. Et la zone sahélienne au nord du Mali est devenue, on a commencé à voir la prolifération des armes. On a aussi le printemps arabe qui fut observé par la jeunesse malienne et qui fut aussi, comment on l'appelle, une des causes pour la jeunesse de se lever. Puisque quand on essaie de voir, le MNLA a commencé comme un mouvement de jeunes au nord et ensuite ça a pris une ampleur armée. Donc cela est dû non seulement au manque d'emploi, mais aussi le manque de développement. Mais la chute de l'institution de l'État du Mali en 2012 a exacerbé le problème au Mali. Ce qui a donné l'opportunité aux djihadistes de saisir l'État étant faible, de descendre vers le nord du Mali, et ce qui a amené l'intervention française. Donc, si on essaie de voir ça, et on essaie de mener les deux conflits ethniques et du nord, et essayer de voir les sources, en liant les sources au positionnement des groupes armés et des populations du nord ainsi qu'au sud, on se pose seulement la question pourquoi est-ce qu'ils demandent l'autonomie, pourquoi est-ce que la population demande à ce que les assises soient faites, et pourquoi on veut qu'il y ait une gouvernance transparente. Tout simplement à cause de la pauvreté,
le manque, l'absence totale ou quasi inexistence de l'État dans les milieux ruraux. Pour cela, mais on se demande dans ce cas, le Mali n'est pas le seul pays dans la zone sahélienne. Pourquoi le Mali? Pourquoi le Mali? C'est à cause de sa position géopolitique. Le Mali est entouré par 7 pays. Donc, tout challenge pour le Mali devient un challenge pour les 7 pays qui l'entourent. Donc, ce qui donne une dimension internationale au conflit. La chute du Mali, dans ce cas, va engendrer la chute des autres États comme le Niger, comme le Tchad, qui sont dans le même axe sahélien. Le rôle des opérateurs ou encore le rôle le rôle des opérateurs de maintien de paix au Mali, par exemple. On sait qu'il y a la MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, mais on oublie souvent de parler de leurs intérêts stratégiques dans l'intervention au Mali. Oui, c'est vrai, on a des intérêts communs, mais on oublie de souligner les intérêts occidentaux. On a aussi certaines dynamiques des conflits que nous devons souligner, qui sont les alliances qui ont été faites lors du conflit au Mali entre les mouvements armés, souvent entre ces mêmes mouvements et les soldats français, et souvent entre les mouvements armés et djihadistes, groupes armés rebelles et djihadistes. Donc, ce qui fait que avoir une solution inclusive en amenant ces parties à discuter de l'accord d'Alger sans consulter ou bien sans prendre en compte le centre et le sud qui ont à la base les mêmes problèmes est un frein à l'application de l'accord de paix au Mali. Puisque quand on voit encore revendication, autonomie, indépendance, groupe terroriste qui revendique le retrait des troupes étrangères, pourquoi? Tout simplement pour pouvoir se tailler la taille, la meilleure place au Mali. Et c'est que le contrôle des ressources est l'un des problèmes majeurs. Pour la France, en essayant, parce qu'il faudra comprendre que l'intérêt de la France n'est pas toujours l'union entre le Nord et le Sud. Il faudra comprendre à Taoudeni d'abord les gisements qui sont prévus. Et quand la France vient en tant que sauveteur du Mali, c'est aussi se repositionner au niveau international et garder son siège comme étant membre permanent au Conseil de sécurité. On a vu récemment la France, son rôle dans la gouvernance globale. Et c'est une réaffirmation de la France de dire que bon voilà, nous sommes toujours vitaux en question humanitaire et en question de sécurité. Donc, on voit à Gao les implantations, l'implantation de bases militaires comme elle a été au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Niger ou au Sénégal. Donc déjà, quand on parle de la présence des forces étrangères au Mali et de quel futur ont-ils pour nous, donc on doit d'abord passer à ces bases qui continuent d'apparaître dans la zone sahélienne. Mais quand on parle de l'intervention de la France, il faut comprendre aussi que la France vient en partenaire. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est que le partenariat, merci avec Barkhane, ils ont deux volets, le volet développement et le volet sécuritaire, mais qui est mis en question souvent. Parce que déjà, on a Barkhane qui est là, qui évolue dans la zone sahélienne. On a aussi le G5 Sahel qui évolue dans la zone sahélienne. Mais ce qui se passe, c'est que la MINUSMA, par exemple, quand la MINUSMA doit partager des informations, souvent il faut une transparence. Et tel n'a pas toujours été le cas, parce que souvent, s'il faut débourser de l'argent pour pouvoir avoir de l'information venant d'un partenaire, au Mali, on se demande d'abord les objectifs de ce partenariat. Donc, les mécanismes de résolution du conflit au Mali.
on ne peut pas parler de ces mécanismes sans parler de médiation. Et en parlant de médiation, on essaie de voir qui était le médiateur. L'Algérie. L'Algérie a des intérêts au Mali. Puisque l'Algérie partage la frontière avec le Mali et que l'AQMI était l'un des acteurs ou des groupes armés au Mali. Et AQMI vient du groupe salafiste pour la prédication et le combat qui est un groupe algérien. Donc on se demande vraiment la motivation de l'Algérie. Et pendant la crise malienne, on a aussi vu le Maroc qui a commencé à convoiter le Mali. Tout simplement à cause de la discussion encore régionale qui se situe entre l'Algérie et le Maroc en question de Polisario. Donc on se pose la question, où est la neutralité algérienne? Devons-nous continuer à, comme le disent les Américains, outsource, ou bien donner le contrat ailleurs au lieu de prendre nos responsabilités en main, parce que le problème du Mali ne peut être résolu que par les Maliens. La conférence d'entente nationale, la loi sur l'entente nationale, et je pense que ça c'est un progrès, et je pense que le dialogue, le gouvernement déjà travaille dans ce sens, avec la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui est une justice restaurative et qui prendra en compte les premières victimes qui sont les populations, mais aussi de prendre en compte les crimes qui ont été perpétrés lors de la crise. Donc déjà on a là la litigation qui est là, mais aussi on a une justice restauratrice qui va donner des grâces et qui est encore en question par la population. C'est pourquoi il faut une inclusivité quand on met ces processus en place. Puisque ce qui se passe au Mali, c'est qu'on voit des médiations au niveau de l'État, qu'on appelle bon office, et qu'on oublie totalement la population qui doit saigner le pot cassé. Donc même si on a un accord en haut, cet accord devrait être appliqué dans les zones rurales. Et si elle n'est pas acceptée par la population locale, il est déjà voué à l'échec. Donc je pense que l'accord de paix d'Alger aurait dû prendre en compte plus que les mouvements armés. Et ça aurait été encore beaucoup plus stabilisant de comprendre qu'il faut mettre l'identité nationale au-delà de l'identité ethnique. Parce qu'il y a un phénomène qui se passe au Mali et qui a été noté, qui est la radicalisation ethnique. On voit les groupes armés qui ont des dénominations ethniques, qui est très dangereux. Donc, le challenge de l'application de l'accord, c'est de faire en sorte que toutes les couches sociales puissent participer et que le gouvernement redouble d'efforts en matière de dialogue, de réconciliation dans les zones qui ne sont pas vraiment accessibles. Les recommandations, c'est de promouvoir l'unité nationale et l'esprit patriotique. Et aussi la création de mémoires collectives, incluant les événements de 1963. Et sortir avec une histoire générale qui regroupera et qui fera la promotion d'unité nationale et d'identité nationale. La décentralisation des mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Algérie a partagé notre riche culture avec les Américains ici. La charte de Kourougan-Foua qui nous donne d'abord les choses de plus de 1000 ans, on a déjà eu cette notion de dialogue. Donc pourquoi ne pas réactiver ces mécanismes traditionnels de gestion de conflits? On sait qu'à Gao, il y a des notables là-bas qui peuvent aider dans la prévention et gestion de conflits. Donc ce n'est plus une question de gérer le conflit ou de résoudre le conflit, mais plutôt de trois axes: de résoudre le conflit actuel, d'essayer de gérer ceux qui sont clos et de mettre en place des mécanismes de prévention pour l'avenir. Puisque jusque-là, les Dogons et les Peuls qui sont en train de s'entretuer, qui sont les victimes les plus touchées,
qui sont les victimes les plus touchées, n'arrivent pas à s'entendre. Mais on n'arrivait pas à s'entendre. Mais récemment, ils ont pu venir à bout avec un accord qu'ils ont développé eux-mêmes. Cela veut dire que nous avons la capacité de venir à bout de nos problèmes si nous asseyons et discutons entre frères et sœurs. Donc je pense que le problème du Mali, la solution c'est pour les Maliens et pas pour les Français ou les Américains. On peut amener les partenaires à travailler ensemble, mais la tête du lion doit être prise par les Maliens eux-mêmes. Je vous remercie. Merci infiniment à vous trois pour ces